Nous abordons cette fois le territoire des États-Unis par son accès réputé le plus spectaculaire, l'estuaire du Mississippi. Pour saluer notre arrivée dans le port de la Nouvelle-Orléans, le commandant du steamboat Natchez a tenu absolument à interpréter lui-même sur son orgue à vapeur un Dixie à tout point de vue déchirant. Le Mississippi. Ici, à quelques kilomètres du golfe du Mexique, il n'est plus qu'un morceau de lui-même. Il a dispersé sa force dans les multiples ramifications d'un gigantesque delta, créant dans le sud de la Louisiane l'une des régions les plus fascinantes de l'Amérique du Nord. Pourtant, à proprement parler, il domine tout, derrière le remblai de ses levées naturelles accumulées depuis des siècles. La ville de la Nouvelle-Orléans, située en contrebas, paraît être à la merci d'une crue soudaine qui engloutirait en quelques secondes le dernier vestige d'un passé qui, tant bien que mal, réussit encore à survivre. C'est ce qu'on appelle le vieux carré. On pourrait dire le dernier carré, le dernier lien visible avec des origines fabuleuses que l'on ne peut faire revivre qu'en imagination. Pour un voyageur européen, la Louisiane est certainement la contrée la plus romantique des États-Unis. Et pour qui connaît les villes de ce pays, la Nouvelle-Orléans est vraiment la ville la plus surprenante, la plus inattendue. En réalité, on pourrait commencer à en écrire l'histoire dans les forêts d'Afrique, sur les rivages de la Nouvelle-Écosse, dans les ports espagnols du XVIIe siècle ou à la cour de Louis XIV, car la Nouvelle-Orléans, c'est tout cela, et en même temps, c'est autre chose. C'est une ville américaine, mais qui se rêve autre qu'une ville américaine, et la seule sans doute ici où le passé est presque autant d'importance que l'avenir. Ce passé, c'est celui d'une petite ville coloniale française, reconstruite par les Espagnols et visitée par les Américains. Je voudrais bien qu'un économiste m'explique un jour comment il se fait que la ville qui possède le plus grand port des États-Unis, après celui de New York, ait l'allure nonchalante d'une petite ville de province. Et je crois que ces explications seraient assez embarrassées, parce qu'en fait, ce qu'il y a ici, c'est une sorte de résistance au futur, une nostalgie de ce qu'on appelle ici la différence, et cela, bien entendu, c'est un héritage historique, c'est un héritage du passé.
9 avril 1682, en compagnie de 22 compatriotes épuisés et en présence d'une trentaine d'Indiens perplexes, Robert Cavelier, seigneur de la Salle, prend possession au nom de son roi de la vallée du Mississippi et de ses affluents. Le roi de France est Louis XIV, et ce nouvel empire, dont nul ne soupçonne encore les limites, portera pour sa gloire le nom de Louisiane. Le 3 mars 1699, jour du Mardi Gras, un premier groupe de colons français débarque et se fixe dans cette région où ils résistent tant bien que mal à l'hostilité des Indiens et à la fièvre jaune. 20 ans plus tard, Jean-Baptiste Lemoyne désigne le lieu et dresse le plan de la future capitale qu'il baptise, en l'honneur du régent de France, la Nouvelle-Orléans. Il la délimite avec un souci de stricte géométrie militaire. C'est le carré tel qu'il existe encore. Mais aujourd'hui, seuls les noms des rues, quelques bâtiments et un certain goût pour la vie de bohème évoquent encore l'origine française et le souvenir des bagnards et des filles perdues expédiées ici pour peupler la Nouvelle-France. Les noms des rues et, bien entendu, la cathédrale Saint-Louis, généreusement reconstruite par les Espagnols après l'incendie de 1794. Car la Louisiane ne tarde pas à changer de maître. En 1763, la France, décidément incapable de peupler et de défendre ses possessions d'Amérique, cède sa colonie à l'Espagne. 2 fois, le feu ravage la ville et les Espagnols la reconstruisent, ajoutant au charme de la ville coloniale française un style mieux adapté à la nature tropicale. Dans les dernières années du XVIIIe siècle, le vieux carré a donc pris l'aspect qu'il conserve aujourd'hui, avec ses balcons de fer forgé et le mystère de ses patios entourés de murs. Cependant, pas plus que les Français, les Espagnols ne trouvèrent en Louisiane l'or et les richesses qu'ils espéraient. Ils ne pouvaient pas savoir que la fortune fabuleuse dont ils rêvaient se trouvait cachée dans la profondeur des marécages sous forme de pétrole. La Louisiane connaîtra donc, et bien injustement, le sort des héritages empoisonnés dont chacun cherche à se débarrasser. Et pourtant, l'enjeu était de taille. Ce qu'on appelle à l'époque la Louisiane représente un territoire immense, toutes les terres vierges qui se situent à l'ouest du Mississippi, entre le golfe du Mexique et la frontière canadienne. Alors on comprend un peu l'émoi du président des États-Unis, Thomas Jefferson, lorsqu'en 1801, des rumeurs parviennent à Washington, des rumeurs selon lesquelles l'Espagne, en vertu d'un accord secret, a décidé, sans doute pour des raisons financières, de remettre la Louisiane à la France. Jefferson, affolé, délègue à Paris un ambassadeur extraordinaire et il lui demande de négocier avec Bonaparte, qui à ce moment-là est premier consul de la République, de négocier au moins le rachat du port de la Nouvelle-Orléans. En effet, plus d'un tiers des marchandises, des produits américains transitent par la Nouvelle-Orléans et il est hors de question que ce port tombe sous la domination française. Mais cet ambassadeur est mal reçu à Paris. Bonaparte, de toute évidence, a bien l'intention d'occuper la Louisiane. Il a armé une flotte, des préparatifs militaires sont en cours et pendant 1 an, on tourne en rond sans trop savoir quel va être le résultat de la négociation. Et puis tout à coup, Bonaparte change d'avis. Sans doute voit-il se profiler le danger d'une guerre avec l'Angleterre. Il a besoin d'argent et brusquement, sans préalable, il convoque
l'ambassadeur des États-Unis, et il lui propose de lui revendre non seulement le port de la Nouvelle-Orléans, mais tout le territoire de la Louisiane, et cela pour une somme forfaitaire de 15 millions de dollars, c'est à prendre ou à laisser. En 3 jours, cet invraisemblable marché est conclu, et on assiste à cette chose étrange de voir le délégué de la République française recevoir au mois de novembre 1803 des mains de l'Espagne la Louisiane, et 20 jours après, de voir la mort dans l'âme la remettre aux représentants du gouvernement des États-Unis. En 20 jours, un territoire de plus de 1,5 million de kilomètres carrés a donc changé de main 2 fois, et d'un jour à l'autre, le territoire des États-Unis a doublé sa superficie. Les Américains y trouveront de quoi se tailler une douzaine d'États. Réduite à ses dimensions actuelles, intégrée dans l'Union en 1812, à la veille de la Deuxième Guerre contre l'Angleterre, la Louisiane ne va pas tarder à passer par l'épreuve du feu. Le 8 janvier 1815, un corps expéditionnaire anglais qui espère trouver dans cette région incertaine et encore fort peu américanisée le ventre mou et le point faible des États-Unis vient s'écraser sur les défenses érigées par le général Andrew Jackson dans la plaine de Chalmette, non loin de la Nouvelle-Orléans. On peut dire que jusqu'au bout, la Louisiane aura subi les effets des rivalités européennes et de tous, cette bataille de Chalmette est bien le plus absurde et le plus inutile. En effet, elle n'a pas la moindre justification militaire, cette bataille, dans la mesure où le traité de paix entre l'Angleterre et les États-Unis avait été signé à Gand 15 jours auparavant. Mais elle aura des effets indirects inattendus en Europe comme en Amérique. Le duc de Wellington pourra récupérer les 8000 hommes qui avaient été prévus pour occuper la Nouvelle-Orléans et ils seront au rendez-vous de Waterloo 5 mois plus tard. D'autre part, l'opinion publique américaine n'oubliera pas le vainqueur de cette journée. Appelé à la présidence des États-Unis 13 ans plus tard, Andrew Jackson sera l'homme providentiel qui laissera son nom attaché à la période la plus cruciale de l'histoire de la démocratie américaine. Les 50 années qui séparent la victoire de Jackson de l'effondrement du Sud à la fin de la guerre de sécession sont les années de l'opulence de la Nouvelle-Orléans. Cette richesse est due tout d'abord à l'extension absolument extraordinaire de l'empire du coton, dont les plantations à présent s'étendent depuis les rivages de l'Atlantique jusqu'au bord du Mississippi, et ensuite à l'amélioration des moyens de transport fluviaux qui font vraiment de la Nouvelle-Orléans le point d'arrivée de toutes les denrées, de toutes les productions de ces plantations immenses qui s'étagent le long du Mississippi. La Nouvelle-Orléans devient donc l'un des plus grands ports d'exportation du monde. Pour donner un exemple, ces exportations atteignent en 1833 la somme astronomique pour l'époque de 37 millions de dollars, dont il est intéressant de noter que 60% représentent la valeur de produits en provenance de la Louisiane, notamment le sucre et le coton. Cela veut dire que cette expansion commerciale profite directement à la région du sud Mississippi et l'on assiste à une véritable explosion démographique, plus de la moitié de cette population étant constituée de Noirs, esclaves ou affranchis. L'argent afflue, les besoins augmentent, et pour les satisfaire, le port de la Nouvelle-Orléans regorge de produits en provenance du monde entier qui attendent d'être acheminés par la voie fluviale jusqu'au cœur du Middle West. Car le centre de gravité de l'Union s'est déplacé vers l'ouest. C'est là qu'est la nouvelle force et le nouveau dynamisme. Le président Jackson le comprend bien et il saura, avec pragmatisme, adapter l'esprit de la démocratie américaine à cette nouvelle réalité.
La grande artère qu'est le Mississippi se met à battre d'une vie tumultueuse et colorée, ponctuée régulièrement par les caprices monstrueux de l'énorme fleuve. Variant suivant les apports incontrôlables d'un réseau d'affluents qui draine un tiers de la surface des États-Unis, le Mississippi de temps à autre déborde et submerge des régions entières. C'est le début d'une longue lutte et de l'une des plus gigantesques entreprises de domestication de la nature par l'homme. Elle dure depuis plus d'un siècle et aujourd'hui encore le contrôle des crues mobilise une armée d'ingénieurs. Le symbole de la vie sur le fleuve, c'est le steamboat. Il est omniprésent, jour et nuit, et souvent le seul moyen de communication dans ces étendues marécageuses où les routes terrestres pratiquement n'existent pas. La concurrence est féroce entre les différentes compagnies qui rivalisent de vitesse et de confort, et l'on assiste à des compétitions qui tiennent l'opinion publique en haleine, comme la célèbre course entre le Natchez et le Robert Lee de la Nouvelle-Orléans à Bâton Rouge. Des voyages de 1 à 2 mois sont chose courante, et vers 1840, certaines compagnies offrent à leurs passagers, outre le jeu, les femmes et l'alcool, un luxe égal à celui des plus grands palaces. Mais à la Nouvelle-Orléans, on regarde avec mépris ces nouveaux riches, ces Américains parvenus, comme on les appelle. On va assister ici, à ce moment-là, à un phénomène vraiment étrange et unique dans l'histoire de la constitution de la société américaine. En effet, la culture anglo-saxonne, qui jusque-là était victorieuse partout, cette culture se heurte ici à une civilisation d'origine française et qui est défendue par une caste, par une société hautaine, intransigeante et qui ne tient pas du tout à renoncer à ses privilèges et aux traditions qu'elle s'est forgées depuis plusieurs générations. L'aristocratie de cette société créole est essentiellement constituée par les descendants des familles des colons français et des colons espagnols qui se sont établis ici dans le courant du XVIIe siècle et accessoirement aussi par pas mal d'Allemands et d'Irlandais, mais qui ont été totalement assimilés à la culture française. Contrairement à ce qu'on croit généralement, cette culture créole, cette société créole est tout à fait exclusive sur le plan racial. C'est une société blanche et il est évident que la moindre goutte de sang noir ou de sang métis provoque l'exclusion irrémédiable hors de cette société. Il est évident que les esclaves noirs ont emprunté à leurs maîtres leur langue pendant près de 2 siècles. Ils leur ont emprunté leur religion et ils ont pris dans cette civilisation française ce qui frappait leur imagination. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est cette espèce de hoche-peau, cette culture noire africaine française, si je puis dire, qui a survécu à l'effondrement de la société créole et qui a apporté jusqu'à nous ses traditions, son folklore, sa musique et surtout sa cuisine. En attendant, forte de ces traditions, la bonne société créole se retranche donc dans le vieux carré, où l'on continue à vivre comme au bon vieux temps de la colonie, et où l'on considère comme étrangers les Américains qui, eux, étendent leur propre ville vers l'ouest, de l'autre côté de la rue du Canal. D'ailleurs, pourquoi s'inquiéter? Les plantations, dont la plupart des riches familles créoles tirent leur fortune, n'ont fait que profiter de la situation nouvelle. Elles se sont agrandies, enrichies, et elles peuvent rivaliser avec les plus belles propriétés des Carolines ou de la Virginie. C'est le mode de vie du Sud, avec son raffinement et sa nonchalance, qui ne se sent pas menacé et qui cependant va disparaître d'un coup, laissant quelques vestiges architecturaux, conservés par hasard ou par miracle, comme cette maison de l'Allée des Chênes, construite en 1836.
La plus caractéristique, par son élégance, est sans doute la demeure de la plantation d'Evergreen, construite vers 1840, et qui est considérée comme l'un des plus parfaits exemples de l'architecture coloniale du XIXe siècle dans cette région de l'Amérique. Coupée de ses racines et trop attachée à ses privilèges anachroniques, la civilisation créole a disparu dans la tourmente de la guerre civile, sans laisser d'autres traces que ces personnages charmants et anonymes qui peuplent des gravures tout aussi anonymes. On ne parle plus guère le français, ni l'espagnol, ni même le créole dans les patios de la Nouvelle-Orléans, mais la nostalgie subsiste, auréolée du prestige que l'on prête volontiers en Amérique à ce qui a été anéanti. Ainsi, les jeunes filles de la bonne société se feront un devoir de vous recevoir en crinoline, mais attention, vous n'échapperez pas à l'histoire complète de chaque pierre de la maison, restaurée à grands frais. Raped or something? Is that true? No, I'm really serious. No, that some boy had snuck in the dormitory room. Et si vous vous risquez à l'étage, vous gravirez du même coup plusieurs échelons dans la connaissance approfondie du plan de bataille dressé par des dames érudites pour la sauvegarde du vieux carré. Oui, le passé français de la Nouvelle-Orléans est bien mort, mais il repose en bonnes mains. L'américanisation définitive de la Nouvelle-Orléans, à la fin du XIXe siècle, a fait éclore une culture d'un style original qui, sous la forme d'une musique aux accents nouveaux, va conquérir l'Amérique puis le monde. C'est le jazz.